Il s'agit de comprendre comment une initiative autofinancée peut modifier en profondeur les marges de manœuvre économiques, politiques et territoriales de 3 États sahéliens, longtemps contraints par des modèles imposés de l'extérieur. Le bénéfice central pour le spectateur est clair: identifier les leviers concrets d'une autonomie durable. L'enjeu n'est pas de célébrer une annonce, mais d'examiner ce qu'elle change réellement. Pendant des décennies, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fonctionné dans un système où la mobilité dépendait de corridors orientés vers l'exportation, fragilisant les marchés intérieurs et renforçant l'enclavement. Le projet ferroviaire rompt avec cette logique. Il propose une autre hiérarchie des priorités: connecter avant d'extraire, stabiliser avant d'exporter. Dans ce cadre, des figures politiques comme Ibrahim Traoré ne sont pas présentées comme des symboles, mais comme des acteurs d'un choix structurel, financés avec les ressources nationales afin de reprendre le contrôle du calendrier, des décisions et des retombées. La question devient alors incontournable. Qu'advient-il d'un espace régional lorsque la dépendance cesse d'être la règle implicite ? Avril 2025 n'est pas seulement une date d'annonce, c'est un point de bascule analytique. Pour la première fois, 3 États sahéliens affirment publiquement qu'un projet d'infrastructure majeur peut être financé sans prêts internationaux ni tutelle extérieure, établissant un contraste net avec le modèle dominant des décennies précédentes. Cette décision crée immédiatement un écart mesurable entre un point de départ de dépendance structurelle et une situation nouvelle où l'autonomie devient un principe opérationnel et non plus un slogan politique. Pour comprendre la portée de ce choix, il faut revenir sur le contexte dans lequel évoluent le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pendant longtemps, leurs économies ont été organisées autour de corridors hérités de la période coloniale, pensés pour acheminer des ressources vers l'extérieur plutôt que pour relier les marchés intérieurs. Les infrastructures existantes répondaient à des impératifs d'exportation, laissant de vastes zones agricoles et humaines à l'écart des flux économiques stables. Cette configuration a renforcé l'enclavement géographique, accentué les déséquilibres régionaux et limité la capacité des États à agir de manière coordonnée. Le projet ferroviaire rompt explicitement avec cette logique. Conçu pour relier des capitales enclavées et traverser des zones agricoles, minières et industrielles, il introduit une autre manière de penser la souveraineté, non plus comme un contrôle abstrait, mais comme la maîtrise concrète de la mobilité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît dans le débat public comme l'un des dirigeants qui articule cette rupture en mettant en avant l'utilisation des ressources nationales, or, uranium, coton, énergie, pour soutenir un modèle de développement sans dépendance financière extérieure. Cette mini-révélation répond à la question ouverte au début du récit. L'autonomie n'est pas ici un objectif lointain, mais une stratégie immédiatement observable. Le rail devient une matrice de lecture nouvelle, permettant d'analyser comment économie, sécurité et territoire peuvent être réorganisés à partir d'un choix infrastructurel précis. Pour saisir les premiers effets du projet, le récit adopte un fil conducteur collectif: les habitants du Sahel, longtemps éloignés des décisions économiques prises à distance de leur réalité quotidienne. Ce choix de perspective permet d'observer l'impact avant même l'achèvement complet de l'infrastructure, là où les statistiques exhaustives font encore défaut. Un premier microcas se dessine à la périphérie de Niamey. Des producteurs agroalimentaires constatent que les temps d'acheminement vers les centres urbains diminuent dès l'ouverture des premiers tronçons. La source ne fournit pas de chiffres précis, mais elle indique clairement une réduction des pertes en cours de route. Ce changement, apparemment modeste, modifie déjà la perception du risque. Produire n'implique plus systématiquement de perdre une partie des récoltes avant la vente. Un second microcas apparaît à Ouagadougou. De jeunes commerçants, jusque-là dépendants de routes irrégulières traversant des zones instables, observent une plus grande prévisibilité des flux lorsque les nouvelles gares et plateformes de fret s'organisent autour du corridor ferroviaire. Cette régularité transforme leur capacité à planifier, à investir et à maintenir des stocks cohérents. Le projet cesse alors d'être abstrait, il devient un outil quotidien de décision économique. Dans les débats politiques, des dirigeants comme Ibrahim Traoré s'appuient sur ces signaux concrets pour défendre l'idée qu'une
autonomie financée localement peut produire des résultats tangibles, même à un stade précoce. Le rail agit ici comme un révélateur. Relier les capitales n'est pas seulement un geste technique, mais une redistribution progressive du pouvoir d'agir. Autrement dit, quand la mobilité change, les choix possibles changent aussi. Avant, chaque grande infrastructure sahélienne suivait un schéma prévisible. Négociations longues, conditionnalités externes, priorités dictées par l'exportation. Après avril 2025, ce cadre se fissure lorsque 3 capitales annoncent qu'un corridor ferroviaire peut être conçu, financé et gouverné de l'intérieur. Ce basculement déclenche une séquence rapide, inattendue par son rythme autant que par sa méthode. Le déclenchement est politique. Ouagadougou, Bamako et Niamey alignent leurs priorités et affirment publiquement que les ressources nationales, or uranium, coton, énergie, constitueront la base financière du projet. L'absence de conférences internationales et de signatures avec les grandes institutions marque une rupture symbolique forte. Ce signal suffit à modifier les anticipations. Le rail n'est plus un projet conditionnel, mais une décision actée. Dans les discours officiels, Ibrahim Traoré insiste sur un point précis. Reprendre le contrôle du calendrier est déjà une forme de souveraineté. La montée en puissance est technique et organisationnelle. Les équipes identifient les tracés prioritaires en privilégiant les zones agricoles, minières et industrielles plutôt que les anciens axes tournés vers les ports étrangers. Des réunions successives redessinent les nœuds logistiques, intègrent des gares de fret et prévoient des systèmes de signalisation harmonisés entre les 3 pays. Cette coordination transnationale, rarement atteinte auparavant, réduit les frictions structurelles. Le projet commence à fonctionner comme un système, non comme une juxtaposition de chantiers. Sur le terrain, les premiers effets apparaissent avant même la finalisation des liaisons. Les zones dégagées accueillent les futures gares régionales et les entreprises locales participent aux travaux. Ce détail est décisif. L'infrastructure n'est plus importée clé en main, elle est construite avec des capacités internes. Ibrahim Traoré met en avant cette implication locale pour souligner que la souveraineté logistique passe aussi par l'apprentissage et la standardisation des compétences. Le point de tension survient lorsque les premiers tronçons relient effectivement des bassins de production aux centres urbains. Les producteurs agricoles observent une réduction des pertes post-récolte, évoquée dans la source comme un indicateur qualitatif majeur. Les commerçants réévaluent leur chaîne d'approvisionnement car les trajets deviennent plus prévisibles. Même sans volume massif, la logique économique se modifie, la proximité redevient un avantage. Les répliques s'enchaînent ensuite sur le plan institutionnel. La création d'une banque d'investissement régionale agit comme un verrou stratégique. Elle empêche le retour au circuit financier ancien et protège le projet des pressions extérieures. Cette structure n'est pas présentée comme un simple outil financier, mais comme un mécanisme de gouvernance destiné à maintenir l'autonomie décisionnelle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef de chantier que comme un garant de cohérence politique. À ce stade, le projet cesse d'être une promesse. Il devient une mécanique opérationnelle qui recompose les attentes économiques et territoriales. Chaque étape agit comme une accélération contrôlée, et derrière cette dynamique persiste une interrogation centrale. Lorsque l'infrastructure sert d'abord à connecter plutôt qu'à extraire, qui redéfinit réellement l'avenir du Sahel? Le point de départ mesurable est clair. Avant avril 2025, les 3 pays sahéliens fonctionnaient dans une dépendance logistique quasi permanente, caractérisée par des corridors fragmentés, des délais imprévisibles et une forte exposition aux routes extérieures. Après l'annonce commune, un écart s'observe non pas par des volumes spectaculaires, mais par des changements structurels dans la manière dont les flux sont organisés et perçus. Le premier repère chiffrable est temporel. Avril 2025 marque le moment où la coordination devient formelle. Cette date fixe un seuil analytique précis. Elle sépare une période dominée par l'attente de financement extérieur d'une phase où les décisions sont prises sans procédures internationales longues. Le gain n'est pas exprimé en kilomètres ou en tonnes, mais en vitesse décisionnelle. Les réunions techniques successives, mentionnées dans la source, montrent que l'alignement des calendriers entre Ouagadougou, Bamako et Niamey réduit les décalages chroniques qui freinaient les projets transnationaux.
Le second repère concerne l'échelle politique. 3 États agissant comme un acteur collectif. Ce chiffre est décisif. Un pays enclavé isolé reste fragile. Un trio coordonné crée une masse critique. Ce passage du singulier au collectif modifie le rapport de force logistique. Les décisions ne sont plus négociées séparément avec des partenaires extérieurs, mais harmonisées entre capitales voisines. Dans ce cadre, la mobilité régionale cesse d'être une somme de contraintes nationales et devient un enjeu partagé. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette logique pour défendre l'idée qu'une souveraineté efficace repose sur la synchronisation, pas sur l'isolement. Le troisième indicateur est qualitatif mais directement observable, la réduction des pertes agricoles liées à des trajets plus rapides et plus prévisibles. La source ne fournit aucun pourcentage et il serait imprudent d'en inventer. Cependant, l'indication suffit à établir un avant et un après. Avant, une partie des récoltes se dégradait en route vers les marchés urbains, intégrant la perte comme un coût normal. Après l'ouverture des premiers tronçons, cette perte diminue, ce qui modifie immédiatement la valeur économique des produits. Cet écart n'est pas marginal, il touche le cœur de la chaîne de valeur. Ces 3 repères permettent une lecture structurée. Le point de départ se caractérisait par des délais longs, des coûts implicites élevés et une faible coordination. Cet écart introduit des flux plus directs, une planification plus fiable et une gouvernance interne du calendrier. Même sans chiffres détaillés, la tendance est cohérente. Quand les trajets deviennent plus courts et plus réguliers, les coûts relatifs baissent et la confiance augmente. L'effet se propage ensuite aux marchés intérieurs. Les entreprises locales, auparavant dépendantes de routes aléatoires, peuvent anticiper les rotations. Les producteurs agricoles réévaluent l'effort consenti, car il aboutit plus souvent à une vente effective. Les territoires enclavés réduisent leur distance économique avec les capitales. Ibrahim Traoré met en avant cette transformation pour souligner que l'autonomie n'est pas une abstraction idéologique, mais une série de micro-gains cumulés. Ainsi, la preuve quantitative ici n'est pas un tableau de chiffres, mais une comparaison rigoureuse entre 2 régimes logistiques. Le passage d'une dépendance fragmentée à une coordination autofinancée modifie déjà des paramètres fondamentaux. Temps, perte, synchronisation et contrôle. C'est dans cet écart mesurable que réside la crédibilité du projet. Un premier argument, souvent avancé en faveur de l'aide internationale, repose sur une logique de prudence. Selon cette position, aucun projet d'infrastructure d'envergure ne peut réellement aboutir sans capitaux extérieurs, garanties internationales et expertise fournie par de grandes institutions financières. Les États enclavés, exposés à l'instabilité politique et sécuritaire, auraient besoin de cadres normés pour limiter les dérives budgétaires et techniques. Dans cette lecture, l'absence de bailleurs internationaux accroît le risque de retard, de fragmentation et de mauvaise gouvernance, surtout pour un projet transnational complexe. Un second argument complémentaire insiste sur l'efficacité historique de ces dispositifs. De nombreuses infrastructures africaines ont effectivement vu le jour grâce à des prêts conditionnés, perçus comme un passage obligé pour mobiliser rapidement des ressources importantes. Les défenseurs de ce modèle estiment que l'autofinancement limite la capacité d'expansion et réduit l'ambition technique, condamnant les projets à une échelle modeste ou à une lenteur excessive. Face à ces 2 arguments solides, la trajectoire sahélienne apporte une réponse fondée sur les éléments présents dans la source. Le projet ferroviaire n'est pas présenté comme un rejet idéologique de l'aide extérieure, mais comme une reconfiguration du contrôle. En se finançant eux-mêmes, les 3 États suppriment les délais liés aux procédures internationales et reprennent la maîtrise du calendrier. Ce point est central. La vitesse de décision devient un avantage comparatif. La création d'une banque d'investissement régionale constitue le contrepoids institutionnel attendu. Elle remplit une fonction similaire aux bailleurs externes, coordination, sécurisation financière, continuité, sans importer de conditionnalités étrangères. Cette structure collective remplace le cadre international par un cadre régional, plus proche des besoins réels du terrain. Dans les discours publics, Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique factuelle. Il ne nie pas les risques, mais affirme que la dépendance prolongée en crée d'autres, moins visibles, mais tout aussi contraignants.
La source montre que l'autonomie choisie n'élimine pas les difficultés, mais qu'elle transforme leur nature. Les problèmes deviennent internes, donc négociables. Ainsi, l'examen honnête des deux positions révèle deux visions cohérentes. Pourtant, dans ce cas précis, les faits indiquent qu'un modèle autofinancé, s'il est institutionnalisé, peut rivaliser avec les schémas traditionnels sans en reproduire les dépendances. Le rail redéfinit le pouvoir territorial et c'est là que tout change. À mi-parcours, on voit un glissement décisif dans la lecture du projet. Jusqu'ici, le chemin de fer pouvait être compris comme une infrastructure économique ambitieuse. À ce stade du récit, il apparaît surtout comme un instrument de recomposition politique. La source indique que le tracé traverse des zones agricoles, minières et industrielles longtemps fragmentées par l'instabilité. Cette donnée change l'échelle d'analyse. La mobilité n'est plus seulement une question de coût ou de délai, mais de présence effective de l'État. Chaque gare, chaque segment opérationnel agit comme un point fixe dans des territoires où l'autorité publique était intermittente. Le rail devient alors un vecteur de continuité administrative. Il structure les flux, mais aussi les responsabilités. Là où les routes informelles dominaient, une infrastructure planifiée impose des règles, des horaires et une visibilité durable. Cette transformation modifie la perception locale de la souveraineté. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré et les autres dirigeants sahéliens articulent un discours qui relie logistique et sécurité sans les confondre. L'idée centrale est simple, contrôler les déplacements, c'est réduire les zones grises, où l'économie et le pouvoir échappaient à toute régulation. Le projet ferroviaire cesse ainsi d'être un outil parmi d'autres. Il devient une colonne vertébrale territoriale. Cette révélation répond à la curiosité ouverte plus tôt. L'autonomie ne se mesure pas seulement en financement, mais en capacité à organiser l'espace. À partir de là, les conséquences concrètes deviennent inévitables et observables pour plusieurs groupes sociaux. Pour les États, l'effet le plus immédiat concerne la capacité institutionnelle. Le corridor ferroviaire crée un maillage continu là où l'action publique était fragmentée. Les gares, centres de maintenance et dispositifs de signalisation introduisent une présence durable, remplaçant des interventions ponctuelles. Cette continuité renforce la coordination entre administration et réduit les zones de vacances. Dans les prises de parole officielles, Ibrahim Traoré souligne que maîtriser les déplacements revient à stabiliser l'horizon de décision. Le rail agit ainsi comme un multiplicateur de souveraineté, en liant territoire, sécurité et gouvernance sans intermédiaire externe. Pour les entreprises, la conséquence est opérationnelle. La source décrit une amélioration de la fluidité entre capitales suffisante pour modifier la planification. Les chaînes d'approvisionnement deviennent plus prévisibles, ce qui élargit les marges d'anticipation. Les petites structures, auparavant pénalisées par l'irrégularité des routes, ajustent leur stock et sécurisent leur rotation. L'avantage n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. À mesure que les flux se stabilisent, l'investissement cesse d'être un pari et devient une décision calculée, ancrée dans des délais plus fiables. Pour les agriculteurs et les populations locales, l'impact est tangible. La source mentionne une réduction des pertes post-récolte dès l'ouverture des premiers tronçons, sans fournir de pourcentage. Cette indication qualitative suffit à établir un avant et un après. Lorsque les produits atteignent les marchés urbains en meilleur état, la valeur du travail augmente, la perception du risque change. Produire n'implique plus d'accepter une dégradation quasi certaine en cours de route. Cette amélioration renforce la confiance et soutient la sécurité alimentaire, même à un stade encore partiel du réseau. Pour la région et l'environnement géopolitique, l'effet est symbolique et stratégique. Le projet devient un prototype observé au-delà du trio initial. La source évoque l'intérêt potentiel d'autres pays africains, attirés par l'idée d'un autofinancement structuré. Ce regard extérieur modifie la position du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans les débats régionaux. Ils ne se présentent plus seulement comme des États contraints, mais comme des acteurs capables d'expérimenter un modèle alternatif. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un relais d'un récit collectif plutôt que comme une figure isolée. Ses conséquences répondent à la question ouverte au point médian. Lorsque la mobilité est reprise en main, les effets se diffusent par cercles concentriques. Les États gagnent en continuité,
les entreprises en prévisibilité, les populations en sécurité économique et la région en crédibilité politique. Le rail n'est plus une promesse abstraite. Il devient un mécanisme qui transforme des contraintes anciennes en marge d'action concrète. Si la trajectoire actuelle se prolonge sans rupture majeure, une trajectoire centrale de consolidation progressive se dessine. Les 3 pays poursuivent l'alignement de leurs priorités logistiques et les tronçons déjà fonctionnels deviennent des références quotidiennes pour les acteurs économiques. La Banque d'investissement régionale stabilise son rôle, accélérant certains segments sans modifier l'architecture générale. Dans cette hypothèse, le rail s'installe dans les usages. Il ne transforme pas tout, mais il normalise une nouvelle manière de circuler et de planifier. Dans une trajectoire plus favorable, les conditions sécuritaires sur les zones traversées restent suffisamment stables pour permettre une accélération. Les gares intermédiaires attirent des activités complémentaires, formation technique, services logistiques, petits pôles commerciaux. L'autofinancement, observé avec attention par d'autres pays, devient un argument politique crédible. Le projet cesse alors d'être perçu comme une exception sahélienne, et commence à fonctionner comme un modèle reproductible. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré et ses homologues apparaissent comme des initiateurs d'une démonstration régionale, plus que comme des gestionnaires d'infrastructures. Une trajectoire plus dégradée n'est toutefois pas à exclure. Des tensions politiques internes ou des pressions extérieures peuvent ralentir certains segments, en particulier dans les zones les plus sensibles. Les retards ne remettent pas en cause l'ensemble du projet, mais en réduisent l'effet immédiat. La Banque d'investissement régionale devient alors un outil défensif essentiel, chargé d'éviter un retour vers des circuits de financement conditionnés. L'incertitude pèse davantage sur les populations, notamment les jeunes, pour qui le projet représente une projection d'avenir. Face à ces 3 trajectoires, la posture recommandée n'est pas la prédiction, mais la lecture conditionnelle. Si la coordination se maintient, alors les gains cumulés s'ancrent. Si la sécurité se dégrade, alors la valeur du contrôle interne devient encore plus visible. Cette approche permet de dépasser l'attente d'un résultat unique et de suivre ce qui compte réellement, la robustesse du cadre choisi. La question ouverte demeure: quelle trajectoire souhaitons-nous rendre la plus probable ? La compréhension de ce projet évolue selon le regard de celui qui l'observe. Pour les personnes qui suivent régulièrement l'actualité du Sahel, le chemin de fer apparaît comme un repère analytique nouveau. Il permet de lire autrement des dynamiques souvent réduites à l'instabilité ou à la dépendance. La source montre que l'infrastructure devient un outil de continuité, capable de structurer l'espace au-delà des crises ponctuelles. Cette lecture offre aux spectateurs une grille plus stable pour interpréter les événements. Pour un public sensible aux enjeux économiques, le projet agit comme une démonstration concrète. Lorsque les chaînes d'approvisionnement cessent d'être soumises à des routes imprévisibles, la logique des marchés intérieurs se transforme. Les producteurs et commerçants évoqués dans la source commencent à intégrer le rail dans leurs décisions quotidiennes. Le spectateur comprend alors que la question centrale n'est pas seulement de construire, mais de maîtriser ce qui est construit, du financement à l'usage. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux dimensions sociales, l'impact sur les jeunes générations prend une importance particulière. La source insiste sur le rôle des centres de formation et des écoles techniques associées au projet. Ces espaces offrent une projection nouvelle, celle d'un avenir professionnel lié à une infrastructure nationale et non à une opportunité extérieure incertaine. Le rail devient ainsi un support d'imaginaire collectif autant qu'un outil matériel. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une figure à admirer ou à contester, mais comme un point de passage dans un débat plus large sur la capacité d'agir. Le spectateur est invité à dépasser les récits binaires pour observer des mécanismes réels. Cette approche modifie la posture de réception. On ne regarde plus un projet lointain, on interroge les conditions qui rendent l'autonomie crédible, ici et ailleurs. La première étape consiste à verrouiller l'autonomie financière. La Banque d'investissement régionale, créée pour soutenir le projet, doit consolider sa gouvernance. Cela implique des protocoles d'audit communs, des règles de transparence partagées et un calendrier de décision synchronisé entre les 3 capitales. L'objectif est simple: empêcher tout retour progressif vers des financements conditionnés qui dilueraient le contrôle interne. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité de traiter la finance comme un levier stratégique et non comme un simple outil technique.
La deuxième étape porte sur la stabilisation des zones traversées. Le tracé ferroviaire passe par des espaces agricoles, miniers et industriels identifiés comme sensibles. La source souligne que la présence continue de l'État est déterminante. Postes de maintenance, gares secondaires et équipes mixtes assurent une occupation durable du territoire. Chaque point fixe réduit l'incertitude et renforce la continuité administrative, condition indispensable à la viabilité économique. La troisième étape concerne l'ancrage des compétences locales. Les centres de formation et écoles techniques associés au projet doivent devenir permanents. Former des conducteurs, ingénieurs et planificateurs sur place garantit que le réseau reste maîtrisé localement. Cette étape transforme l'infrastructure en écosystème de savoir, limitant la dépendance à l'expertise extérieure. La quatrième étape vise la consolidation des marchés intérieurs. Les flux agricoles et commerciaux doivent être organisés autour du rail afin de réduire les pertes, stabiliser les circuits et renforcer la demande interne. Cette coordination relie directement l'infrastructure aux besoins quotidiens des populations. Enfin, une cinquième étape traverse toutes les autres. La coordination politique continue. Sans alignement durable entre États, aucun corridor transnational ne tient. La feuille de route montre que l'autonomie n'est pas un acte unique, mais une discipline collective maintenue dans le temps. Lorsque l'on revient aux habitants du Sahel, ceux dont les gestes ordinaires ont révélé les premiers signes de changement, le sens profond du projet apparaît avec plus de netteté. Les gares qui émergent au milieu de territoires autrefois isolés ne sont pas perçues comme de simples structures techniques. Elles deviennent des repères, des points fixes autour desquels s'organisent de nouvelles attentes. Chaque tronçon actif transforme la manière de se projeter dans l'avenir immédiat. Le fil conducteur du récit se referme ici. Les producteurs qui voient leur récolte arriver à destination, les commerçants qui planifient sans crainte de rupture brutale, les jeunes qui s'inscrivent dans des formations liées au rail composent une même scène. L'infrastructure agit comme un lien entre des aspirations longtemps séparées. Elle ne promet pas une rupture instantanée, mais une continuité retrouvée. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré et les autres dirigeants sahéliens n'apparaissent pas comme des figures héroïsées. Ils jouent un rôle de relais, amplifiant une dynamique collective déjà perceptible sur le terrain. Leur fonction est de maintenir le cap plutôt que d'incarner le changement. Une phrase s'impose alors comme un point d'ancrage final. L'autonomie commence quand les territoires reprennent prise sur leur propre chemin. Ce projet sahélien ouvre une perspective rare, celle d'une autonomie construite par les territoires eux-mêmes, sans attendre des décisions venues de l'extérieur. À mesure que les gares, les corridors et les centres de formation prennent forme, une autre manière de penser l'avenir circule parmi les populations. Le rail devient un langage commun, reliant des choix économiques, des attentes sociales et une vision politique partagée. Pour celles et ceux qui suivent de près l'actualité régionale, qu'il s'agisse des débats autour d'Ibrahim Traoré Burkina Faso, des analyses inspirées d'une Ibrahim Traoré interview ou des évolutions rapportées dans les Burkina Faso News, l'enjeu dépasse l'infrastructure. Avril 2025 marque une rupture visible, lorsque 3 pays sahéliens annoncent un projet ferroviaire intégralement autofinancé, rompant avec des schémas hérités de dépendance extérieure. Sans dons, sans prêts, sans institutions tutélaires, l'initiative contredit des décennies où l'infrastructure servait surtout l'extraction et non la connexion des territoires et des marchés intérieurs. Que signifie pour les habitants du Sahel ce basculement politique et économique, défendu notamment par Ibrahim Traoré, et pourquoi devrait-il vous concerner directement ? Un horizon d'autonomie se dessine avec des conséquences durables sur la souveraineté, la mobilité régionale et la capacité collective d'agir sans filtre international à long terme partagé. Ce récit propose une lecture rigoureuse d'un projet qui dépasse largement la construction d'une infrastructure ferroviaire.